plus loin, j'ai envie de vous parler de quelque chose qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant, mais c'est juste une manière de présenter les résultats. Souvenez-vous, voilà ce qu'on a trouvé pour la fonction multiplier, par exemple. On a dit que multiplier est une fonction primitive récursive parce que tout simplement, on est arrivé à la construire à l'aide de la règle de récursion. Comment on a construit? On a dit plus, ça c'est le premier exemple, le deuxième exemple, voilà. On a dit multiplier x0, ça donne z1, et multiplier x, y plus 1, on a trouvé que c'était le plus rang P23, P13, le tout appliqué à x multiplié xy, y. Ça, c'est le process qui nous permet justement de construire une fonction par la règle de récursion. Alors, je vais vous donner une définition équivalente de ce que c'est qu'une fonction primitive récursive. Regardez ce que dit la définition. Une fonction f est dite primitive récursive s'il existe une suite finie de fonctions f1, f2 jusqu'à fn, telles que fn égale f, la dernière fonction c'est la fonction f que je veux construire, et pour chaque i appartenant de 1 à n, soit f de i est une fonction de base, soit f de i, on a déjà prouvé qu'elle est primitive récursive, soit f de i est définie à partir de certaines de fonctions de f1 jusqu'à fi-1, c'est-à-dire les fonctions précédentes, au moyen de la règle de composition ou bien de la règle de récursion. Ça, c'est une nouvelle définition qui ne change rien à notre travail. Alors, comment je vais appliquer cette définition pour l'exemple qu'on a vu tout à l'heure? L'exemple qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'exemple de la multiplication. Alors, la suite des fonctions f1 jusqu'à fn est appelée la dérivation primitive récursive de la fonction f. Maintenant, comment construire cette dérivation primitive récursive, c'est-à-dire cette suite de fonctions f1, fn? Prenons l'exemple de tout à l'heure. L'exemple de tout à l'heure, souvenez-vous, la multiplication, on a trouvé z1 pour le cas x0, et pour le cas x, y plus 1, on a trouvé que c'était le plus rang P23, P13 appliqué à. Alors, comment construire la dérivation primitive récursive de la fonction multiplier? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On n'a que citer toutes les fonctions qu'on a utilisées dans l'ordre de leur utilisation, dans l'ordre de leur apparition. Par exemple, la première fonction qu'on a utilisée ici, lorsqu'on a utilisé la règle de récursion, c'est la fonction Z1. Donc F1 égale Z1. C'est quoi? C'est une fonction de base, d'arité 1. La deuxième fonction qu'on a utilisée, c'est la fonction plus. Plus, on l'a déjà démontré. Elle est d'arité 2. La troisième fonction qu'on a utilisée, c'est la fonction P de 3. C'est une fonction de base, d'arité 3. La quatrième fonction qu'on a utilisée, c'est P13. C'est une fonction de base, d'arité 3. La cinquième fonction qu'on a utilisée, c'est la composition entre le plus et P13, P13. Et la sixième et dernière fonction qu'on a utilisée, c'est toute la fonction en utilisant la règle de récursion appliquée à F1 qui est Z1 et F5, F1 qui est G et F5 qui est H. Et voilà, c'est de cette manière qu'on construit la dérivation primitive récursive d'une fonction. En réalité, ce sont toutes les fonctions utilisées dans la construction, dans l'ordre de leur utilisation. C'est ce qu'on appelle la fonction, plutôt la dérivation primitive récursive. Attendez, je regarde. D'accord, je vais répéter parce que je sais que ce n'est pas évident. Je vais répéter. Donc, comment on fait pour construire la dérivation primitive récursive? On termine la construction
soit par récursion, soit par composition, soit par les deux. Quand on termine, on regarde quelles sont les fonctions qu'on a utilisées. Et on va citer ces fonctions dans l'ordre de leur utilisation. Par exemple, ici, la première fonction qu'on a utilisée, c'est la fonction G. C'est ZA. On l'appelle F1. La deuxième fonction qu'on a utilisée, c'est la fonction plus. Déjà démontrée. La troisième fonction qu'on a utilisée, c'est la projection P23. C'est une fonction de base. La quatrième fonction qu'on a utilisée, c'est MP3. Plutôt P13. La cinquième fonction qu'on a utilisée, c'est la fonction H. C'est la composition appliquée à F2, F3, F4. Et la sixième fonction et dernière fonction qu'on a utilisée, c'est la fonction multiplier, c'est la fonction F6, c'est la fonction multiplier qui me permet de trouver la fonction F. Et on a obtenu la fonction F6 en utilisant la récursion appliquée à G et à H. C'est quoi G? G, c'est F1. C'est quoi H? C'est F5. Voilà. On pourra peut-être la prochaine fois, en présentiel, quand on trouve la construction d'une fonction, je vais citer toutes les fonctions qu'on a trouvées dans l'ordre pour construire ce qu'on appelle la dérivation primitive récursive. D'accord? Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la suite des fonctions F1, F2, F3, F4, F5, F6 est une dérivation primitive récursive de la fonction multipliée. Voilà. C'est bon? Est-ce que vous m'avez entendu, s'il vous plaît? Oui. J'entends pas très bien. Comment? Oui, Oui. monsieur. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner un autre exemple? Je peux vous donner un autre exemple. Alors, l'exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple du plus. D'accord? Tout simplement. Donc, je prends la fonction plus. Donc, je fais ça. Je rajoute un autre. Je reprends la fonction plus. Voilà. Je copie ce qu'on a trouvé pour le plus. On a ça, plus ça, copier. Je mets ici. Voilà. Voilà. On vient de construire la fonction plus de cette manière. Allez. Voilà. Encore copie. Je reviens ici. Et je colle. Voilà. On a trouvé la fonction plus. Maintenant, la question, quelle est la dérivation primitive récursive de plus? Qu'est-ce que je fais? Je regarde. Est-ce que vous voyez l'écran, hein? Vous voyez l'écran? Oui. Oui, très bien. Je recommence. Je reviens ici. Quelle est la dérivation primitive récursive? Eh bien, je commence à écrire mais toutes les fonctions que j'ai trouvées, mais dans l'ordre. Toutes les fonctions que j'ai trouvées dans l'ordre. Voilà. Quelle est la fonction F1? P11 de X. Voilà. Ah, je l'ai pas copié. La fonction, c'est Hadi. Allez, copier. Je viens ici. Et oui, c'est bien P11 de X. Donc, je colle. Voilà. Quelle est la fonction F1? P de 1, Barretti 1, fonction de base, projection. Voilà. C'est comme ça qu'il faut écrire. À chaque fois, c'est comme ça qu'il faut écrire. Il faut écrire la liste de toutes les fonctions que vous avez utilisées. Ici, la première fonction qu'on a utilisée, c'est la fonction P11. Je vais la copier d'ici. On va aller vite. Donc, copier, c'est la fonction P11.
Collé. La deuxième fonction qu'on a utilisée, je regarde dans l'ordre. F2. F2 égale, je regarde ici, c'est la fonction S. C'est la fonction S. Donc, نكتب لهنا S, successeur. D'accord? C'est la fonction successeur. Monsieur, Oui, excusez-moi, vous avez une question dans le chat. d'accord. Je vais voir de quoi il s'agit. Attendez, j'arrange un peu. Ouf, voilà. Je regarde. Voilà la question. Alors, quelqu'un peut me dire, c'est quoi exactement dérivation primitive récursive? C'est moi ce que je suis en train de... C'est ça la question. Est-ce que c'est ça la question? Oui, monsieur. Module هذا Oui, c'est celle-là. مسيو قال لك كاين مستناو سي فو بلي. Pour moi, je vois personne qui veut rentrer. J'arrive pas à voir les gens. Attendez, je regarde. Écoutez, j'arrive pas à voir s'il y a des gens qui sont en attente. Non, monsieur, ما كانش طفلة اللي بعثت مقبل كاع. Très bien. Donc, je reviens à la question. Vous me dites comment on construit une dérivation primitive récursive. On est d'accord? Je reviens ici. Je reviens. Comment je construis? J'ai utilisé ici la règle de récursion. Dans la règle de récursion, la première fonction que je construis, c'est la fonction G. G. F1, c'est G. Je commence à utiliser la deuxième partie de la règle de récursion qui est comment construire la fonction H. H, c'est ça, souvenez-vous. H, c'est ça. Comment je suis arrivé à H? Comment je suis arrivé à H? Je regarde, j'ai utilisé la fonction successeur. Ensuite, je vais utiliser la fonction F3 et la fonction F3. P2-3. P2-3, exactement. C'est P2-3. Allez. P2-3. P2-3. Ensuite, F4, ce sera quoi? S rond P2. Oui, c'est la fonction H. C'est la fonction H qui est maintenant F4. C'est la fonction H. Donc, je reviens ici. C'est S rang P2-3. OK. P2-3. Voilà. Hadi, c'est quoi? Hadi Lula, c'était quoi? Là, c'était. Pardon. Là, c'était une fonction de base. Là, c'était une fonction de base. D'arité 1. Oui, d'arité 1, de base. Je n'ai pas le temps de tout écrire. Ici, c'est aussi une fonction de base. Une fonction de base. Toujours le dire. Là, c'est comment on est arrivé ici. Ça, c'est une composition de F2 et F3. C'est d'accord. C'est une composition de F2 et F3. Cinquième et dernière, F5. Comment on arrive à F5? C'est une F5, c'est exactement la fonction plus qui va se faire, tout simplement, parce que c'est la dernière. C'est quoi? C'est une récursion. Récursion entre quoi et quoi? Entre la fonction H et la fonction G. Donc entre F1 et F4. Et voilà. Ici, c'est une composition entre une composition entre F2 et F3.
F3. Et ici, une récursion entre GH. Et voilà. Ça, c'est une dérivation. La dérivation primitive récursive, ce sont toutes les fonctions que j'ai utilisées, mais dans l'ordre. Et à chaque fois, je dois dire comment j'ai trouvé cette fonction. Est-ce que c'est une fonction de base? Est-ce que c'est une fonction qu'on a déjà démontrée? Ou bien est-ce que c'est une fonction construite à partir de la règle de récursion ou bien de la règle de composition? Si vous comparez ça avec ce qu'on a trouvé ici pour la multiplication, c'est beaucoup plus intéressant pour la multiplication parce que pour la multiplication, j'ai utilisé le plus en plus des fonctions de base. Donc, F1, c'est Z1, F2, c'est le plus, F3, c'est P2, 3, F4, c'est P1, 3, F5, c'est la composition, F2 rond, F3 rond, virgule F4, et F6, c'est la multiplication. Par contre, donc vous voyez que ce sont toutes les fonctions que j'ai trouvées dans l'ordre. Première fonction, deuxième fonction, troisième fonction, quatrième fonction, cinquième fonction, c'est la composition, et sixième et dernière fonction, c'est la fonction F6, qui est la multiplication que j'ai trouvée par récursion appliquée à F1 et appliquée à F5. Donc, la suite, elle dit F1, F2, F3, F4, F5, F6 est une dérivation primitive récursive. Pour le plus, c'est autrement. Pour le plus, j'ai utilisé F1 qui est la fonction P11, F2 c'est la fonction successeur, F3 c'est la fonction P23, F4 c'est la composition S rond P23 et F5 c'est le plus. De toutes les façons, on va revoir ça la prochaine fois quand on fera sur le tableau comment on va trouver la dérivation primitive récursive juste après une construction. Voilà, je vais regarder qui. Voilà, maintenant il y a des gens qui sont arrivés. Voilà. Alors, passons maintenant à la suite du cours. Je préfère faire la suite de cours maintenant et faire des exemples et des exercices, des applications en présentiel. Alors, s'il vous plaît, je vous demande juste beaucoup d'attention parce que c'est des choses nouvelles qu'on va annoncer maintenant. Donc, on a remarqué que les fonctions primitives récursives ne permettent pas de capter toutes les fonctions calculables. Parce que, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait trouver un modèle qui permet de, si vous voulez, un modèle qui permet de représenter toutes les fonctions calculables. On a commencé d'abord par le modèle qui s'appelle primitive récursive. C'est quoi le modèle primitive récursive? C'est utiliser 3 fonctions de base et utiliser 2 règles de construction qui sont la composition et la récursion. Malheureusement, cette manière de faire n'est pas complète. Pourquoi elle n'est pas complète? Parce qu'on a trouvé des fonctions pour lesquelles je peux trouver un algorithme, mais qu'on ne peut pas construire à partir des règles de construction qui sont la composition et la récursion et à partir des 3 fonctions de base. Impossible de les construire. Parce qu'il existe des fonctions calculables qu'on ne peut pas construire seulement avec les 3 fonctions de base et les 2 règles qui sont la composition et la récursion. Ce modèle est donc un modèle incomplet. L'exemple le plus utilisé, c'est l'exemple de la fonction d'Ackermann, qui est d'arité 2 et qui est définie de la manière suivante. Si le premier est nul, c'est 1 plus 1. Si le deuxième argument est nul et le premier n'est pas nul, c'est A appliqué à M,1, M1. Et si les deux ne sont pas nuls, ces 2 arguments ne sont pas nuls, il faut appeler la fonction A au point M, au point A, M plus 1, N. Voilà. Cette fonction, c'est une fonction que je peux calculer. C'est-à-dire que si on vous demande d'écrire l'algorithme,
vous allez trouver l'algorithme, il n'y a aucun problème. Pourtant, on ne peut pas la construire en utilisant seulement les règles de composition et de récursion. On ne peut pas la construire. Ça veut dire que le modèle primitif récursif est un modèle incomplet. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a introduit une nouvelle règle. On a introduit une nouvelle règle. Cette règle s'appelle la règle de minimisation. La règle de minimisation. Donc, c'est quoi la règle de minimisation? Donc, on dit que G est une fonction d'arité n plus 1 telle que pour tout x1, xn appartenant à nn, il existe au moins un y tel que l'équation G de x1, xn, virgule y égale 0 admet au moins une solution. D'accord? Donc, j'ai une fonction G, et si vous remplacez x1, xn par des valeurs et vous laissez y inconnu, si vous posez l'équation G de x1, xn, y égale 0, vous trouvez au moins une solution. Ça, c'est l'hypothèse de base. Maintenant, on dira que la fonction f d'arité n est construite par minimisation à partir de la fonction g si f est définie de la manière suivante. Il y a encore des gens qui arrivent maintenant. Donc, on dira que f d'arité n est dite construite par minimisation à partir de la fonction g si f est définie de la manière suivante. Quel que soit x1, xn appartenant à nn, f appliqué à x1, xn égale le plus petit entier y tel que l'équation g de x1, xn, y égale 0. Donc, vous avez une fonction g appliquée à x1, xn, y. Cette fonction, vous la rendez comme étant une équation à n inconnu. L'inconnu, c'est y, puisque x1, xn sont connus. On cherche à calculer la fonction f au point x1, xn. Donc, je connais la valeur de x1, xn. Je prends ces valeurs-là, je les injecte dans la fonction g, et je trouve une équation. Je mets g de x1, xn, y égale à 0, et je trouve une équation à n inconnu. Cette équation à n inconnu, elle a une solution, parce qu'on a dit qu'il faut chercher, il faut trouver la fonction g telle que l'équation g de x1, xn, y égale 0 admet au moins une solution. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend les solutions de cette équation et on cherche la plus petite valeur de y, la plus petite solution. La plus petite solution, c'est la valeur de f de x1, xn. Je sais que ce n'est pas évident, hein, mais on va voir un exemple. Alors, comment fonctionne la règle de minimisation? J'ai f, une fonction d'arité n. On souhaite calculer f appliqué à A1 à n. C'est-à-dire que je donne une valeur à x1, je donne une valeur à x2, je donne une valeur à xn. x1 égale A1, x2 égale A2 et xn égale AN. Et je cherche quelle est la valeur de f de A1 à n. Les A1 à n sont connus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On trouve une fonction g d'arité n plus 1, g appliqué à x1, xn, xn plus 1, d'accord? Et on remplace dans la fonction g les x1, xn par a1, an, puisqu'ils sont connus. Et xn plus 1, le dernier argument, je le remplace par y. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une équation. Je vais avoir une équation g de a1 à n, virgule y égale à 0. A1 à n sont connus, y est un inconnu. Donc, c'est une équation à une seule inconnue qui est y. Je cherche les solutions de cette équation. Supposons que je trouve P solution. P supérieur à 0 parce qu'on a dit on suppose que G est choisi de manière à ce que l'équation admet au moins une solution. Donc, j'ai Y1, Y2, YP. Tel que Y1, c'est la plus petite valeur,
de toutes les solutions. Et donc, une fois que je trouve ça, quelle est la valeur de f au point A1 à n? La valeur de f au point A1 à n, c'est y1. C'est la plus petite des solutions trouvées. C'est comme ça que fonctionne la règle de minimisation. Elle n'est pas évidente. On ne va pas l'utiliser souvent. Hein. Je vais vous dire la vérité. Peut-être que ce sera la dernière fois qu'on va l'utiliser parce qu'elle est un peu complexe. Mais je tiens à vous donner un exemple. Alors, maintenant qu'on a rajouté la règle de minimisation, on a une deuxième définition qui est la définition de ce que c'est qu'une fonction récursive, machine primitive récursive. Récursive. On dit qu'une fonction est récursive si elle est soit une fonction de base, soit une fonction construite à partir d'autres fonctions récursives au moyen des règles de composition et ou de récursion et ou de minimisation. On a rajouté la dernière règle. D'accord? Donc, vous voyez que l'ensemble des fonctions récursives est plus grand que l'ensemble des fonctions primitives récursives. Il est plus grand. Pourquoi il est plus grand? Parce qu'on a rajouté une nouvelle règle de construction. On peut construire plus. C'est pour ça que attendez. Voilà. C'est pour ça que toutes les fonctions primitives récursives est une fonction récursive, mais la réciproque n'est pas vraie. Ça veut dire que l'ensemble des primitives récursives, qui est le jaune, il est inclus dans l'ensemble des fonctions récursives. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que c'est vraiment important. Vous m'entendez? Oui. Ah. Regardez ce que je viens de dire. Je viens de dire que l'ensemble des fonctions primitives récursives est plus petit que l'ensemble des fonctions récursives. Pourquoi? Parce que toute fonction primitive récursive est une fonction récursive. Mais l'inverse n'est pas vrai. Une fonction récursive n'est pas forcément primitive récursive. La preuve, la fonction Ackermann, elle appartient ici, mais elle n'est pas là. C'est une fonction récursive, mais ce n'est pas une fonction primitive récursive. D'accord? Donc, toute fonction primitive récursive est une fonction récursive, mais toute fonction récursive n'est pas forcément une fonction primitive récursive. D'accord? Pourquoi? Parce que les fonctions récursives, c'est des fonctions qui sont construites à l'aide de 3 règles, alors que les fonctions primitives récursives, elles sont construites à l'aide de 2 règles. OK? J'ai l'impression que c'est pas grave. Prenons un exemple. Exemple d'utilisation de la règle de minimisation. On souhaite montrer que la fonction monaire suivante, f de x égale la partie entière de racine de x, est une fonction récursive en utilisant la règle de minimisation. Où racine de x entre crochets représente la partie entière de la racine carrée de x. Pourquoi on doit avoir la partie entière? Parce que n'oubliez pas qu'on travaille dans n, les entiers naturels. Donc, c'est la racine carrée et je prends la partie entière. Quelle est la racine carrée de 10? Quelle est la racine carrée de 3, quelque chose. Quelle est la partie entière de 3, quelque chose? 3. Bien. Quelle est la racine carrée de 16? 4. C'est bon. Quelle est la racine carrée de 25? C'est 5. D'accord? Donc vous voyez que c'est un entier, je le prends directement. Quelle est la racine carrée de 30? La racine carrée de 30, c'est 5 virgules. D'accord? La racine carrée de 30, est-ce que c'est 5 virgules? Vous l'avez là? Oui. Je prends ma calculatrice. Voilà la calculatrice. Voilà.
racine carrée. Donc, 5 racine carrée, non. Racine carrée de 5, non, de 25, de 30. Racine carrée de 30 égale 5,47. On est d'accord? Donc, la partie entière de 5,47, c'est combien? 5. OK. Donc, vous voyez que on a toujours des valeurs entières. Il faut avoir toujours des valeurs entières. Donc, c'est une fonction monaire. Quand elle a un chiffre, un nombre, elle me retourne la partie entière de la racine carrée. Maintenant, comment montrer, en utilisant la règle de minimisation, que cette fonction est primitive récursive? Le problème dans la minimisation, c'est de trouver la fonction g. Dans ce cas-là, je vais vous donner la fonction g. D'accord? On ne va pas la chercher. Je vais vous la donner directement. Donc, f de 10 égale 3. On l'a déjà vu. Donc, cherchons une fonction g d'arrêté 2 selon la règle de minimisation. Pourquoi d'arrêté 2? Pourquoi d'arrêté 2? Parce que la fonction f est d'arrêté 1. Donc, la fonction g que je dois trouver est d'arrêté 2. On a dit tout à l'heure, c'était n pour f et n plus 1 pour g. Donc, g, toujours, elle est en plus d'une arité. Je vais vous donner la fonction g. On ne la cherche pas. La fonction g que je vais vous donner est la suivante. G de x, y égale x moins y plus 1 au carré. X moins y plus 1 au carré. C'est la fonction g. Parce que justement, c'est cette fonction qui va nous permettre de trouver la solution de f de x. Quelle est la valeur de f de x? C'est à partir de cette fonction-là. Souvenez-vous, c'est x moins y plus 1 au carré. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Cette fonction-là, on va la rendre une équation. Donc, x moins y plus 1 au carré égale à 0. Où x, il est connu. Et y est inconnu. Regardez, x, y est inconnu dans cette équation. Mais x, il est connu. X, en vert. Il est connu. Voilà. X est connu, mais y est inconnu. X est connu et y est inconnu. On a l'équation avec x connu et y inconnu et on va résoudre cette équation. On va résoudre cette équation et quand on va trouver les solutions de cette équation, on prend la plus petite valeur. C'est-à-dire qu'il y a la valeur de f de x. D'accord? On va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça sur un tableau. Supposons que je cherche f de 10. Quelle est la valeur de f de 10? Pour x égale à 10. On va prendre l'équation qui va se tous les g de 10y égale 0. G de 10y, c'est quoi? C'est 10 moins y plus 1 au carré égale à 0. Et je vais résoudre cette équation. Là, on ne va pas résoudre cette équation. On va faire quelque chose de plus simple. On va remplacer y par 0. On va remplacer y par 1, par 2, par 3, par 4. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a trouvé le plus petit y. Parce qu'on commence par le plus petit y. Quelle est la plus petite valeur de y dans n? C'est 0. Je remplace y par 0 et je regarde. Est-ce que l'équation s'annule? Elle ne s'annule pas. Je remplace y par 1 et je regarde. Est-ce que l'équation s'annule? Elle ne s'annule pas. Je remplace y par 2 et je calcule l'équation. Est-ce que l'équation s'annule? Et tant que l'équation ne s'annule pas, je continue jusqu'à ce que je trouve un y qui annule l'équation. Si je trouve l'y qui annule l'équation, la valeur de f de 10, ce sera ce y-là, parce qu'il sera le plus petit. C'est ce qu'il y a dans le tableau. Le tableau qui est juste après, c'est ce qu'il y a dans ce tableau. J'ai les valeurs de y à gauche. J'ai l'équation 10 moins y plus 1 au carré. Et ici, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et quand on arrive à 0,
On s'arrête. Alors, je remplace y par 0. J'aurai 10 moins 0 plus 1 au carré égale 10 moins 1 au carré égale à 9. Est-ce que c'est nul? Non, c'est pas nul. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut essayer le y suivant. On passe à 1. Y égale à 1. 10 moins 1 plus 1 au carré égale 10 moins 2 au carré égale à 6. Est-ce que c'est nul? Non, c'est pas nul. Donc, il faut passer à l'y suivant. Y égale à 2 maintenant. 10 moins 2 plus 1 au carré égale 10 moins 3 au carré qui est 9, qui est égal à 1. Est-ce que j'ai trouvé 0? Non. Donc, il faut passer à l'y suivant. Y égale 3 maintenant. 10 moins 3 plus 1 au carré égale 10 moins 4 au carré. 4 au carré, c'est combien? 16. 10 moins point 16. Ça donne quoi? Ça donne 0. Selon la définition de la fonction moins, souvenez-vous. Moins, lorsque l'argument de droite est plus grand que l'argument de gauche, ça donne 0. J'ai trouvé 0, je m'arrête. Est-ce que j'ai trouvé le plus petit y? Oui, parce que j'ai commencé à essayer à partir de 0. Donc, peut-être qu'il y a d'autres valeurs. Par exemple, le 4 aussi, il rend l'équation égale à 0. Le 5 aussi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la plus petite valeur de y. Monsieur, Oui. كي نديرو 10 موان بوان 4 au carré مشي تعطيك موان 6. Là, là. 4 au carré, c'est combien? 4 au carré, 16. c'est 16. 10 moins point 16, ça donne quoi? C'est qu'on a le moins point, il ne rend jamais une valeur négative. Ah, Quand d'accord. c'est négatif, c'est 0. D'accord. Juste Qablo, il y avait quoi? Il y avait 10 moins 3 au carré. 10 moins 3 au carré, maintenant 10 moins 9. 10 moins 9, c'est 1. Mais quand y est passé à 3, tous les 10 moins 4 au carré. Et 10 moins 4 au carré, c'est 10 moins 16. Et 10 moins 16, c'est 0. Pourquoi je m'arrête? Parce que je viens de trouver la plus petite valeur de y qui est une solution de l'équation l'erreur fort Kamel. 10 moins y plus 1 au carré égale à 0. Donc, f de 10 égale combien? F de 10 égale 3. C'est y. Monsieur, c'est mon cadeau, c'est les Y. Bien sûr, c'est comme ça. Si, en principe, on doit résoudre l'équation. Avec une équation, un inconnu. Un seul inconnu, c'est facile. 10 moins y plus 1 au carré. Et je dois trouver quelle est la solution de cette équation. D'accord? Avec une équation, avec un inconnu. Vous cherchez l'inconnu. Ici, pourquoi je vous fais le tableau là? Pour vous dire que pour trouver y, c'est facile. Pour trouver y, c'est facile. On va même pas résoudre l'équation. On va remplacer y par 0, par 1, par 2, par 3, par 4, حتى نلقاو 0. كي نلقاو 0 نحبسوا. Et le y, هذاك هو la valeur. Changeons de valeur. On passe à 17. Changeons de valeur. Je cherche. Monsieur, Oui. la fonction G qui fait un même de Hanna. Voilà. هذيك الصحة. أنا عجبتني. Ça se voit que vous avez compris. Ah, ouais. Celui qui a dit la fonction G, parce que la clé de cette règle, c'est la fonction G. Comment trouver la fonction G? Là, je vous ai donné un exemple à partir de racine de x. Mais le plus important, c'est de trouver la fonction. Vous ne trouvez pas la fonction G. La fonction G n'est pas unique. On peut trouver plusieurs solutions. Le plus important, quand on utilise la règle de minimisation, c'est de trouver la fonction G. Si vous ne trouvez pas la fonction G, vous ne pouvez rien faire. Donc, la question, les posita, est-ce que la fonction G est-ce que la fonction G, c'est pas là? Cette règle, c'est une règle que je ne vais pas vous donner en exercice. D'accord? La règle de minimisation, je vous la fais en cours, mais vous n'aurez pas des exercices sur la minimisation. On est d'accord? Ah, bah, tu m'as fait un bac fier, là. La règle de minimisation, c'est une règle qu'on a rajoutée. Pourquoi? Parce que
la règle de composition et la règle de récursion sont insuffisantes. Les chercheurs, à l'époque, ils ont trouvé que les deux règles Hadouk, ils étaient insuffisantes. Pourquoi? Parce que il y avait des fonctions calculables, mais qu'on ne pouvait pas construire seulement avec la composition et la récursion. Ils ont trouvé une troisième règle, avec les trois règles, ça y est, ça devient suffisant. Tout ce qui est calculable, toute fonction calculable, je peux la construire avec les trois règles. Ça a été démontré. D'accord? Tout ce qui est calculable, je peux construire avec les trois règles. Et toute fonction qui est construite avec les trois règles, c'est-à-dire soit composition, soit récursion, soit minimisation, soit deux parmi trois, soit les trois, c'est-à-dire une combinaison des trois règles, toute fonction construite de cette manière est appelée une fonction récursive. Mais chez primitive récursive. Primitive récursive, on utilise seulement deux règles. Récursive, on utilise les trois règles. On a le droit d'utiliser les trois règles. Maintenant, cette dernière règle, elle n'est pas facile. Je vous conçois, elle n'est pas facile. D'accord? Regardez là, elle n'est pas facile. Mais le plus dur dans cette fonction, c'est de trouver la fonction G. Parce qu'une fois qu'on a la fonction G, on va résoudre une équation à un inconnu. C'est là. Tout le monde sait le faire. Résoudre une équation à un inconnu. Mais il faut trouver la fonction G. C'est pour ça que le problème est complexe. D'accord? À titre comme un exemple. L'exemple est trouver est-ce que la fonction f de x, partie entière de racine de x, est une fonction récursive en utilisant la règle de minimisation. Donc le plus dur ici, c'est de trouver la fonction g. Je vous ai donné la fonction g. G de xy, parce que puisque f est d'arité 1, g est d'arité 2. Donc g de xy égale x moins y plus 1 au carré. D'accord? Maintenant, on va essayer de voir est-ce que vraiment, avec cette fonction g, je peux calculer f de x, quel que soit x. Je donne un exemple. Pour x égale à 10, je cherche f de 10 égale partie entière de racine de 10. Comment je calcule la partie entière de racine de 10 en utilisant la minimisation? C'est prendre la fonction g, remplacer x par 10, y, on a égal 0. Donc, une équation, 10 moins y plus 1 au carré égale 0. Et on doit chercher les solutions de cette équation. Quelle est la valeur de f de 10? C'est la plus petite des solutions. On n'a pas résolu l'équation. On a fait des tests et on s'est arrêté lorsque l'équation est nulle. Comment on a testé? On a testé tous les y. On a commencé par le plus petit y. Le plus petit y, c'est 0. On a remplacé y dans l'équation, c'est 9, donc c'est pas nul. Donc y égale 0, ce n'est pas une solution. Maintenant, y égale 1. On a remplacé y par 1, c'est 6, donc c'est pas nul. Donc y égale 1, ce n'est pas une solution. Y égale 2, c'est 1, ce n'est pas une solution. Y égale 3, on a trouvé 0. Ça veut dire que y égale 3, c'est une solution. 3 est une solution. En plus, c'est la plus petite des solutions. Parce que toutes les autres solutions sont supérieures à 3. Vous êtes d'accord? S'il existe d'autres solutions, ils sont supérieurs à 3. Mais ce qui m'intéresse, c'est la plus petite solution. Puisque 3 est la plus petite solution, ça veut dire que f de 10 égale à 3. Prenons un autre exemple. X égale 17. Je cherche f de 17. La racine, la partie entière de racine de 17. Donc, quelle est l'équation? Qui va je l'équation? Tous les 17 moins y plus 1 au carré égale à 0. Je remplace y par des valeurs et je cherche est-ce que c'est égal à 0 ou pas. D'accord? Je vais accepter la personne. D'accord? Je remplace et je regarde. L'équation qui va se 17 moins y plus 1 au carré égale à 0. Donc, si y égale à 0, quand je remplace, je trouve quoi? Je trouve 17 moins 1 au carré égale à 16. Donc, ce n'est pas nul. Donc, je passe à y suivant. Y suivant, c'est 1. Tous les 17 moins 2 au carré.
17 moins 2 au carré, c'est 17 moins 4. 17 moins 4, c'est 13. C'est pas nul. Ça marche pas. Je passe à l'Y suivant. Y égale à 2. Tous les 17 moins 3 au carré. 17 moins 3 au carré, c'est 17 moins 9, ça donne 8. C'est pas nul. Y égale à 3. Tous les 17 moins 4 au carré. 17 moins 4 au carré, c'est 17 moins 16 égale à 1. Ce n'est pas nul. Donc, je passe à Y suivant. Y suivant, c'est Y égale à 4. Tous les 17 moins, parce que c'est 4 plus 1 au carré, donc c'est 5 au carré. 17 moins 25 égale 0. Le moins point me retourne 0. Donc, si 17 moins 25 donne 0, ça veut dire que je m'arrête. Stop. Monsieur, أنا نحوس على الإقراء. كيفاش؟ أنا نحوس على الإقراء. نحوس على الإقراء. نحوس على الإقراء qui rend la valeur, qui rend l'équation nulle. Dès que j'arrive à 0, je m'arrête. ومن بعد واش نديرو لو كي نلقاو زيرو؟ كي نلقاو 0 كي نلقاو 0 لو Y هذاك اللي لقيناه هذاك هو لا سوليسيون تاع اف دو 17. Y شحال لقينا حنا كي سمنا 0؟ Y شحال سوا؟ 4. 4. Donc f de 17 égale à 4. Et vous pouvez vérifier que c'est vrai. F de 17 égale à 4. Parce que la racine carrée de 17, c'est combien? C'est 4 virgules. Parce que la racine carrée de 16, c'est 4. Donc il dit de 17 ou les 4 virgules. Et la partie entière de 4 virgules, c'est 4. Et donc c'est vrai. Donc vous voyez que on a tout ça va nous permettre de comment calculer une fonction f. J'ai une fonction f et je cherche le moyen, un processus qui permet de calculer f. D'accord? Et là, j'ai trouvé le processus. Le processus pour calculer la partie entière de racine de x, je l'ai trouvé. Comment je l'ai trouvé? J'ai trouvé en cherchant d'abord la fonction g. Si je n'ai pas la fonction g, je ne peux pas le trouver. C'est la fonction g qui me permet de le trouver. Donc, comme votre camarade a dit tout à l'heure, c'est la fonction g qui est la solution à ce problème de minimisation. Si vous ne trouvez pas la fonction g, vous ne pouvez pas appliquer la règle de minimisation. Donc, appliquer la règle de minimisation revient à chercher une fonction g. Et la fonction g, c'est elle qui va vous permettre de trouver la plus petite valeur de y, telle que l'équation g 10 virgule y égale à 0. Si vous cherchez, bien sûr, pour x égale à 10. Si vous cherchez pour x égale à 17, c'est g de 17 virgule y égale à 0. Et vous cherchez toutes les valeurs de y qui rendent l'équation nulle et vous prenez la plus petite valeur. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on trouve. D'accord? Maintenant, vous allez me dire, monsieur, c'est difficile. Oui, monsieur, c'est difficile. Je suis d'accord avec vous que la règle de minimisation, ce n'est pas une règle facile. C'est pour ça que je ne pense pas qu'on fera d'autres exemples. Ce sera le dernier exemple qu'on va faire. D'accord? Voilà. Encore 5 minutes. Ça y est, on a presque fini. La remarque que j'ai dite tout à l'heure, elle est très intéressante et très importante. Toute fonction primitive récursive est une fonction récursive. Parce que les règles qui permettent de construire les fonctions récursives sont plus importantes que les règles qui permettent de construire les fonctions primitives récursives. Donc, les primitives récursives sont à l'intérieur des fonctions récursives. Et c'est pour ça qu'il existe des fonctions qui sont récursives et qui ne sont pas primitives récursives. Exemple, la fonction Ackermann. Donc, jusqu'à maintenant, on vient de finir la première partie. La première partie, c'est la partie dans les fonctions récursives. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la deuxième partie qui va utiliser les machines de Turing. Encore 2 minutes et ce sera la fin. Hein. Maintenant, la partie que je vais rajouter, c'est juste une généralisation aux fonctions de NP dans NQ. Souvenez-vous,
toutes les fonctions qu'on a vues jusqu'à maintenant, ils vont de NP dans N, avec P supérieur ou égal à 1. L'ensemble des images, c'était toujours N. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si l'ensemble des images, c'est NQ? Ce n'est pas N, c'est N2, c'est N3. Est-ce que, par exemple, si je prends une fonction qui va d'un couple vers un couple, XY vers un couple, qui me donne un couple et non pas une valeur unique. Comment on fait? Le travail est très simple. Donc, les fonctions de NP vers NQ. Nous pouvons étendre les notions de fonctions primitives récursives et de fonctions récursives aux fonctions de NP dans NQ avec Q supérieur ou égal à 1. Jusqu'à maintenant, on a fait avec Q égal à 1. Maintenant, on va généraliser aux fonctions dont l'ensemble des images, ce n'est pas N, mais c'est NQ avec Q supérieur ou égal à 1. Pour cela, nous utiliserons le fait qu'une fonction f de NP dans NQ peut être décomposée en plusieurs fonctions fi de NP dans N, comme le montre le diagramme suivant. Regardez bien. Comment je décompose ma fonction f de NP dans NQ en plusieurs fonctions fi de NP dans N. Regardez. La fonction NF, elle va de NP dans NQ. On est d'accord? À X1, XP correspond Y1, YP. Alors, qu'est-ce que je fais? À chaque fois que j'ai Y, je construis une fonction FI qui est égale à la projection numéro I de cette valeur par rapport à F. Donc, si je projette le premier, si I égale à 1, si I égale à 1, j'aurai P1Q rond F et qui me donne Y1. Si I égale à 2, j'aurai P2Q rond F qui me retourne Y2. Et si P égale à 3, j'aurai P3Q rond F qui me donne Y3. Et ainsi de suite jusqu'à I égale à Q et j'aurai F de Q égale PQQ rond F qui me donne YQ. Et voilà. Et j'aurai, au lieu d'avoir une seule fonction de NP dans NQ, j'aurai Q fonction de NP dans N. Donc, comment on dira, quand est-ce qu'on dira que F est primitive récursive ou F est récursive? F est dite primitive récursive ou bien récursive si et seulement si toutes les fonctions de projection FI égale PIQ rond F pour I compris entre 1 et Q sont primitives récursives ou sont récursives. Et voilà, c'est très simple. On décompose la fonction en plusieurs fonctions. Un exemple, ce sera le dernier exemple. Un exemple. Montrer que la fonction f définie comme suit est primitive récursive. Regardez la fonction, elle va de N2 dans N2. Jusqu'à maintenant, on n'a pas fait ça. On a toujours fait de NP dans N. Cette fois-ci, l'ensemble des images, ce n'est pas N, mais c'est N2. Alors, comment est définie cette fonction? À XY correspond X plus Y, virgule X fois Y. C'est-à-dire que c'est un couple qui me donne, le premier élément du couple, c'est la somme, et le deuxième élément du couple, c'est le produit. D'après vous, comment je vais décomposer cette fonction f en deux fonctions de N2 dans N? Ben, c'est simple. On va décomposer cette fonction en deux fonctions. La première fonction, f1, elle sera définie de la manière suivante. f1, ça sera P12 rond f. Et P12 rond f, c'est quoi? C'est Y1. Quelle est l'image de cette fonction? C'est Y1. Et Y1, c'est X plus Y. Donc, c'est quoi F1? À XY correspond X plus Y. C'est quoi F1? C'est plus. Tout simplement. Plus est primitive récursive. Donc, F1 est primitive récursive. Maintenant, c'est quoi F2? F2, ça sera la fonction P de 2 rond F. Et P de 2 rond F, ça donne quoi? Ça nous donne Y2.
C'est quoi Y2? Y2, c'est X fois Y. Et X fois Y, c'est quoi? C'est la fonction F2 égale multipliée. Donc, elle est primitive récursive. Pourquoi? Parce qu'on a déjà démontré que la fonction est primitive récursive. En conclusion, F1 est primitive récursive. F2 est primitive récursive. Qu'est-ce que je peux dire sur la fonction F? F est primitive récursive. Vous voyez qu'il n'y a rien à faire. C'est juste une extension de la notion de primitive récursive et de la notion de récursive vers les fonctions qui vont de N2 dans N2, ou de NP en général vers NQ, où Q est supérieur ou égal à 1. D'accord? Ce sera le mot de la fin. De toute façon, je reparlerai de ce dernier point en présentiel. Je vais reparler de ça et on aura presque fini la première partie pour entamer la deuxième partie. Il me reste encore un cours sur la première partie et on entame les machines de Turing. Voilà. On va s'arrêter là. Hein. Il n'y a pas de réaction. On s'arrête là. Ok, monsieur. Ah, d'accord. On s'arrête là. Donc, je vais arrêter la présentation. De toute façon, toutes les choses que vous ne comprenez pas en ligne, on va les revoir quand on fera là en présentiel. Il n'y a aucun problème. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur. Merci. Merci. Au revoir.